Dès le lendemain de l'armistice, le gouvernement français ordonne aux troupes de pénétrer en Lorraine et en Alsace, annexées par l'Allemagne depuis 1871. L'entrée de l'armée française dans ces territoires annexés doit devenir le symbole de la victoire absolue. Mais que représentent la Lorraine et l'Alsace dans l'esprit des soldats? Depuis 48 ans, ces régions vivent sous domination et cultures allemandes. Les Français s'interrogent. Ces régions sont-elles ces paradis perdus dépeints par les images d'Épinal, ou bien des mondes hostiles, acquis à l'ennemi? Un soldat écrit « Pour ma part, je garderai une certaine méfiance vis-à-vis de ces gens-là. Je crois bien que la population est plus boche que française. L'état-major compte bien tordre le cou aux préjugés sur lesquels cette peur s'est construite, en créant un service spécial de propagande produisant ces images rassurantes. Conscients de leur identité singulière, les Lorrains et les Alsaciens attendent l'arrivée des Français avec des sentiments contradictoires, d'espoir mêlés d'inquiétude. Les maires ont décidé de mettre en scène les retrouvailles. Quoi de plus fort que d'afficher les symboles de la République, le drapeau tricolore et l'hymne national. On voit ressortir des caves et des greniers, des drapeaux conservés comme des reliques interdites. Le problème de la Marseillaise est plus complexe. Les paroles sont largement oubliées. D'ailleurs, pour beaucoup, ils ne parlent pas un mot de français, langue interdite depuis près de 50 ans. Ce sont les curés qui vont apprendre phonétiquement le premier refrain aux plus jeunes. Dans les grandes villes, on met à terre les symboles impériaux de l'ordre allemand. Même l'immense statue du Kaiser, dressée devant la mairie de Strasbourg, ne résiste que quelques heures à la pression de la foule. Et c'est par un rituel antique que se fait l'entrée dans les villes. Le passage des portes symbolise la prise de possession de la cité. Dans les premiers rangs de la foule, ce sont les femmes et les enfants, symboles d'avenir, qui sont chargés d'offrir des fleurs aux soldats. Chacune doit avoir revêtu le costume folklorique de l'Alsacienne, pratiquement disparu, afin d'être conforme à l'imaginaire collectif. Juste derrière, on a placé les anciens combattants de 1870 avec leurs décorations, emblème de la fidélité et de la continuité historique. Et à la fin des prises d'armes, les appréhensions mutuelles semblent s'évaporer. On se précipite pour embrasser le drapeau tricolore et affirmer sa foi dans l'avenir commun. Un soldat écrit « Si parfois nous avons douté de la sincérité d'affection que l'Alsace pouvait ressentir à l'égard de la France, la réception des troupes françaises par les habitants devrait suffire pour nous convaincre de la fausseté de nos préjugés. » Le gouvernement veut aller vite. L'entrée dans la ville de Metz est fixée le 19 novembre et dans Strasbourg le 22 novembre.
C'est une apothéose suivie de 3 jours de fêtes et de défilés. Dès le 8 décembre 1918, la venue du président de la République, Raymond Poincaré, et du président du Conseil, Georges Clémenceau, couronne le triomphe du retour à la France. Et c'est à Metz que, symboliquement, devant les caméras et les photographes, le pouvoir exécutif décide d'honorer l'un de ses vaillants généraux. Le général Pétain, l'un des vainqueurs de Verdun, est élevé à la dignité de maréchal de France. Il reçoit des mains du président de la République le bâton constellé d'étoiles, héritage direct de la tradition monarchique et de l'Empire. Tous doivent comprendre, l'histoire de France est une continuité malgré l'épisode allemand. Et comme emportés par l'émotion du moment, Poincaré et Clémenceau, qui se détestent cordialement, n'hésitent pas à tomber dans les bras l'un de l'autre, renforçant le sentiment d'unité de la nation. Reconstruire la nation est l'obsession de Clémenceau. Les recommandations données à l'état-major sont claires. Il faudra procéder à l'arrestation des suspects et individus douteux, c'est-à-dire vendus à l'ennemi. C'est un travail de dentelle qui attend les troupes françaises, car comment distinguer les Français d'origine, des Allemands implantés depuis 1871 ? Et que faire des couples mixtes et de leurs enfants, 10% de la population ? Immédiatement se met en place une politique d'épuration qui, sous l'appellation officielle de commission de triage, procède à l'expulsion systématique des Allemands. Pour les soldats allemands, l'uniforme les désigne comme une évidence. Pour les civils, il faut procéder à une sélection. 130 000 habitants sont identifiés comme allemands et expulsés en moins d'une semaine. S'ils dominaient encore la veille, ils ne sont plus que l'objet de la vindicte populaire. Immédiatement, l'administration met en place de nouvelles cartes d'identité, classifiées en 4 catégories. Elles se décident en fonction des différentes ascendances. Parents français, nombre d'aïeux d'origine allemande ou française. C'est une véritable classification ethnique à laquelle se livre la République.